Écoutez, je suis content de vous revoir après cette interruption estivale. On s'était vu en juillet, je crois, et puis on a sauté le mois d'août pour nous retrouver tout début septembre. Alors peut-être un peu tôt, hein, je vois qu'on a un peu moins que d'habitude. Est-ce que la rentrée et tous ces impératifs ont empêché certaines d'entre nous d'être là? Mais comme de toute façon, c'est enregistré et que ça sera sur ma chaîne YouTube, soit déjà ce soir, soit au plus tard demain matin. Ça revient presque au même. Euh, donc voilà, ben, c'est déjà un sas qui vient de s'écouler, quel sas de l'été, quel sas des vacances pour certaines d'entre vous, j'imagine. J'espère que vous êtes venus reposer, prêts à débuter une nouvelle année, en tout cas année scolaire. De mon côté, il s'est passé pas mal de choses, des chouettes choses durant cet été qui me donnent l'occasion d'avoir plusieurs thématiques à aborder avec vous ce soir. La vie fait bien les choses et de temps en temps, comme ça, permet de découvrir des choses qu'on aurait peu de chance de découvrir autrement. J'en ai eu deux. Alors les deux, j'en ai parlé sur mon blog, hein. Si vous suivez mon blog, si vous êtes abonné ou si vous recevez ma newsletter qui en parle, vous avez vu que mes deux derniers posts étaient des choses qui m'ont beaucoup inspiré et j'espère vous aussi et j'aimerais les développer un petit peu plus ce soir. Il y a les Letters from Love, les lettres de l'amour qu'a lancé Elisabeth Gilbert, Liz Gilbert, selon la façon dont vous le prononcez, l'auteur célébrissime de Mange, Prie, Aime, à la fois le livre et le film. Et puis ça, c'est une première découverte dont je vous parlerai tout à l'heure, très importante par l'esprit qu'elle véhicule et avec laquelle je trouve tellement d'affinité avec le travail que nous faisons avec le pardon, avec les cercles de pardon, on y reviendra. De manière tout aussi surprenante, grâce à ma grande amie Eileen Barker en Californie, j'ai découvert le travail de James Kimmel, K-I-2-M-E-L, qui vient de sortir un livre qui s'appelle The Science of Revenge, la science de la vengeance, qui est à mes yeux vraiment un livre majeur parce que il donne des clés vraiment extraordinaires pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux, dans notre mode de fonctionnement. On parlera de ça aussi ce soir, de ce désir de vengeance qui nous habite et qui est derrière ce que l'on nomme la justice, hein. On en parlera. Donc ça, c'était un énorme cadeau que m'a fait Eileen de me parler de cet auteur que j'ai écouté d'abord en interview avant de télécharger son livre pour me plonger dedans et puis de le recommander à quelques amis éditeurs. J'espère que l'un d'entre eux aura le nez creux et se rendra compte à quel point ce livre est important et donc fera le nécessaire pour qu'il soit traduit et publié rapidement. Je pense que c'est un livre dont on n'a pas fini d'entendre parler. Voilà. Mais avant de vous parler de Liz Gilbert, avant de parler de James Kimmel, euh, il se trouve que récemment, un ami, à ma grande surprise, m'a envoyé le sermon d'un prédicateur américain. Alors, c'est un sermon qui dure 20 minutes, d'un prédicateur américain qui s'appelle, je ne dis pas de bêtises, James Talarico. Et j'étais intéressé d'écouter ce qu'il racontait. Il parlait du nationalisme chrétien. Alors, c'est pas des choses qui existent tellement chez nous, mais aux États-Unis, c'est très présent. Et puis, avec l'élection de Trump, il y a plein de gens qui sont là-dedans. Mais si je vous parle de ce sermon, c'est pas pour vous en faire un résumé, mais il y a une phrase qui m'a vraiment interpellé par sa justesse. De temps en temps, les gens mettent des mots sur quelque chose que vous savez au fond de vous, et d'un coup, vous dites, ah, bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, c'était le cas quand, à un moment, ce James explique la chose suivante en parlant de la foi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Il dit même que pour avoir une foi saine, il faut une dose de doute, il faut une capacité de discernement, pas tout gober aveuglément. Il dit le contraire de la foi, c'est le contrôle. Et ça, j'ai trouvé ça magistral. Quand il a dit ça, je me suis dit, mais bon sang, mais bien sûr, mais c'est une évidence. Mais il y a des évidences sur lesquelles on ne s'arrête pas et j'avais envie qu'on s'arrête un moment là-dessus parce que
Vous savez que toute la thématique du SAS, c'est de voir comment négocier cet espace entre le monde d'avant et le monde d'après. Cet entre-deux un peu inconfortable qui fait qu'on a un pied dans l'un, un pied dans l'autre, que selon les sujets, les domaines, l'éducation, la façon de se soigner, la façon de manger, la façon de penser, on est plus ou moins dans l'ancienne histoire ou dans la nouvelle. Eh bien là, ce que nous dit ce prédicateur, ce pasteur américain, va exactement dans le sens de ce que nous partageons dans ce sas depuis quelques fois déjà. Ce qu'il dit en fait, c'est que voilà, quand il parle de la foi, déjà j'aimerais préciser une chose. La foi, c'est pas la croyance, hein. Malheureusement, les deux mots sont souvent employés l'un pour l'autre, alors qu'en réalité, il y a une différence majeure. La croyance est a toujours un objet. On croit dans tel texte sacré, on croit dans tel prophète, telle figure religieuse. La foi, en revanche, n'a pas de support particulier. Elle est, je dirais, informelle, elle n'a pas de forme spécifique. La foi, la définition la plus simple que j'en donne, c'est confiance en la vie. Et j'aime bien ce mot de confiance, justement, puisqu'il signifie lui-même avec foi. Confiance en la vie, c'est-à-dire, j'ai pas une croyance particulière, mais j'ai confiance dans quelque chose qui me dépasse, quelque chose de plus grand que moi, et confiance dans le fait que ce quelque chose qui est à l'œuvre en moi, comme dans la nature, comme dans tout le cosmos, œuvre à nous faire cheminer de plus en plus individuellement et collectivement vers le meilleur, vers quelque chose qui aspire à advenir de la même manière que le chêne est déjà contenu dans le gland et qu'une force œuvre à faire en sorte qu'il développe ses racines, sa tige et puis progressivement son tronc, ses branches, jusqu'à un jour devenir effectivement un grand et magnifique chêne. Donc la foi, c'est de cet ordre-là. Euh, et qu'est-ce qu'il nous dit? Le contraire de la foi, c'est le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas confiance dans ce monde, quand on se demande de quel côté vont venir les maladies, les tuiles, les ennuis, les catastrophes, les accidents, etc., eh bien, la seule solution qu'on a, c'est de contrôler les choses. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que, et Charles Eisenstein en parle aussi, hein, je vous ai souvent parlé de lui, on vit dans une espèce de société du contrôle généralisé. On arrive à des seuils de contrôle, à vouloir contrôler notre santé, à vouloir contrôler la nature, à vouloir contrôler le climat, à vouloir contrôler les gens, à mettre de plus en plus de lois, de contraintes, de régulations, à arriver dans un monde qui est de plus en plus liberticide, il faut quand même le dire, hein. Quand on a, comme moi, eu 20 ans dans les années 80 et qu'on voit dans quel monde on est aujourd'hui, et puis simplement, si vous regardez autour de vous comme je le fais moi, cette obsession du contrôle, elle est partout, partout, partout. Et ce besoin de contrôler naît de la peur, et cette peur, elle naît d'un manque de confiance en la vie, elle naît d'un manque de connexion à plus grand que soi. Lorsqu'on est connecté à plus grand que soi, lorsqu'on a foi dans la vie, foi dans ce qui nous arrive, et j'ai envie de dire, la foi, c'est pas un truc nunuche et naïf. On a foi tout en sachant ce qui se passe dans le monde, et Dieu sait s'il s'en passe des choses aujourd'hui. Mais la foi, elle voit au-delà de ça. La foi, elle a confiance que même à travers ça, même à travers les violences et les aberrations et la folie actuelle, il y a quelque chose qui cherche à advenir et à émerger. La foi, elle n'a même pas besoin nécessairement de comprendre. Quand on comprend, on n'a pas besoin d'avoir la foi. J'ai pas besoin d'avoir la foi que 2 plus 2 égale 4. J'ai pas besoin d'avoir la foi que la Terre tourne ou les choses comme ça. Tout ce qui relève de la science ou du savoir ne fait pas appel à ma foi. La foi, elle vient justement dans ce qui nous dépasse. Et peut-être que cette obsession du contrôle aujourd'hui, ben, elle marque définitivement et de manière très forte ce manque de connexion à plus grand que nous. Ce manque de spiritualité, on pourrait dire de manière différente, mais c'est la même chose. Et si je ne suis plus connecté à rien, il faut que je contrôle tout. Voilà. Je contrôle mes enfants, je contrôle ci, je contrôle les voisins, je contrôle chaque chose. Et le paradoxe, évidemment, et il est évident, plus encore aujourd'hui que jamais, c'est que plus on essaie de contrôler, et moins ça marche. Parce que la vie est tellement plus grande que nous, l'univers est tellement plus vaste, ses lois tellement plus complexes que tout ce qu'on imagine, que nos petites tentatives de contrôle, la plupart du temps, donnent des résultats qui sont exactement à l'opposé du but qu'on s'est fixé.
Donc on veut contrôler la santé, mais la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de gens malades, c'est que les coûts de la santé, qui sont les coûts de la maladie, sont devenus complètement astronomiques. On veut contrôler les insectes, les cultures, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait? On empoisonne le sol et puis on a de plus en plus de régions qui se désertifient et on est dans une situation qui est pas vraiment reluisante, pour employer un euphémisme. Donc le contrôle ne nous amène pas là où on veut aller. Mais peut-être qu'il faut en passer par là pour qu'à un moment, quelque chose lâche à l'intérieur de nous, quelque chose s'abandonne. Hein, ce verbe anglais que j'adore, to surrender, capituler, poser les armes, et puis s'en remettre à plus grand que soi, s'en remettre à quelque chose qui nous dépasse, avec confiance. Et puis à ce moment-là, voir comment la vie se déploie quand tout d'un coup on remplace le contrôle par la foi. Dans un de mes livres, je ne sais plus lequel, à force, je mélange un peu les pinceaux, mais je proposais, peut-être que c'était dans L'être à ma prochaine incarnation, je suggérais de faire le pari de la foi. Hein. Les gens aiment bien prendre des paris, vous connaissez probablement le pari de Pascal. Personnellement, j'ai toujours trouvé ce pari un peu faux cul, hein, c'est de se dire si jamais Dieu existe, hein, ben, on fait mieux de vivre une vie bien parce que comme ça, bah, si jamais on meurt, on se retrouve de l'autre côté et qu'on se rend compte que tout ce qu'on nous avait dit dans la religion existe bel et bien, bah, on s'en tirera pas trop mal. Bon, Euh, moi je préfère à ça faire le pari de la foi. Et, et- et mettre ce pari à l'épreuve, c'est-à-dire si à partir de maintenant, là, aujourd'hui, je teste ce que c'est que de vivre en confiance, de vivre en confiance avec la vie, de vivre en confiance avec la nature, de vivre en confiance avec quelque chose qui nous dépasse tous, qui dépasse notre humanité, mais de tellement, de tellement. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup je teste ça, je fais ce pari-là et j'observe dans ma vie ce qui se passe quand j'abandonne la volonté de tout contrôler et que je développe la foi, je développe la confiance. Voilà, donc j'avais envie de commencer cette soirée Zoom en vous parlant de ça parce que cette phrase m'a vraiment frappé par sa justesse. Ouais, le contraire de la foi, c'est pas le doute, encore une fois. Euh, on a besoin du doute, il a un rôle à jouer. On a besoin de discernement, on peut pas tout croire, on peut pas tout accepter. On a le droit de vérifier, on a le droit de se poser des questions, on a le droit de s'interroger. Le contraire de la foi, c'est cette obsession de contrôle qui atteint encore une fois aujourd'hui des proportions qui sont absolument vertigineuses. Et moi, j'ai qu'un souhait, c'est que on soit de plus en plus nombreux à lâcher cette illusion de contrôle, parce que c'est une illusion. La vie est beaucoup trop grande, le monde est beaucoup trop vaste pour qu'on le contrôle un jour, et qu'on le remplace par cet abandon, par ce lien à plus grand que nous. Voilà, ça c'était la première chose dont j'avais envie de vous parler avant de rentrer dans les deux autres sujets que j'ai évoqués. Donc, vous voyez, l'ancien monde, le contrôle, le nouveau monde, le monde vers lequel on va, est un monde où, je pense, on sera de plus en plus nombreux à avoir retrouvé la foi, retrouvé la connexion à plus grand que nous. La deuxième chose dont je voulais vous parler, donc, c'est ce livre de James Kimmel, The Science of Revenge. Euh, Ce qui signifie donc la science de la vengeance. Alors c'est un ouvrage que j'ai trouvé incroyable, vous savez, moi ça fait quand même un bon moment que je suis dans cette aventure du pardon. Dieu sait combien de livres j'ai lus en français, en anglais, combien de conférences, combien de choses, de témoignages j'ai lu, combien d'études, notamment les travaux du docteur Fred Luskin, que je cite souvent ici, hein, qui est Monsieur Pardon à l'université de Stanford, donc qui étudie ces choses-là de façon académique, universitaire, avec des statistiques, etc. D'ailleurs, j'aurai la joie dans à peine plus d'une semaine, de rencontrer Lyndon Harris, qui vient en France et qui a coécrit avec Fred Luskin un livre pratique, vraiment un manuel sur comment utiliser ce travail sur le pardon dans la gestion et dans le soin des addictions, que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Et c'est vrai que les gens qui souffrent d'addiction
que ce soit le pardon à soi, que ce soit le pardon aux dégâts occasionnés sur les personnes environnantes, c'est quelque chose de très important. Et donc James Kimmel sort ce livre, La science de la vengeance. Alors, c'est assez passionnant de l'écouter parce que là aussi, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, il met des mots sur quelque chose où quand il articule sa thèse, sa théorie, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est évident. Qu'est-ce qu'il dit en gros? C'est que le désir de vengeance nous habite de manière assez chronique, nous autres humains. Voilà. Prend des formes très subtiles comme très, très grossières, hein. On se fait doubler par quelqu'un qui nous fait une queue de poisson et qui se comporte n'importe comment au volant. Et puis on lui souhaite de se faire pincer, de se faire choper au radar, voire des pensées encore moins drôles que ça, hein. Euh, c'est assez étonnant. Moi, je me suis amusé à le faire après avoir découvert la vidéo de Kimmel, c'est de regarder le nombre de fois dans une journée ou pire, durant une semaine, voir le nombre de fois où le cerveau se met en mode revanche, en mode vengeance, en mode on a envie d'être quitte parce que quelqu'un s'est comporté d'une manière qu'on estime injuste, qu'on estime malhonnête, qu'on estime pas correcte. Que ce soit d'ailleurs des politiques, que ce soit des gens au téléphone, que ce soit des gens dans la rue, peu importe. C'est impressionnant. Pourtant, avec le recul, hein, je ne suis pas tombé dans la spiritualité et dans le développement personnel hier. Ça fait quoi, 45 ans, 47 que je baigne là-dedans. Mais ça m'a scotché de voir à quel point, en tâche de fond souterraine, se trouve ce désir de vengeance. Alors, on ne le reconnaît pas comme ça. Parce que l'une des choses importantes que dit Kimmel, c'est que pour nous, ça se présente sous le beau manteau de la justice. Et oui, pour nous, ça paraît juste que quelqu'un qui a mal agi soit puni. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé frappant, parce que ça rejoint des choses que j'ai écrites il y a 20 ans dans le Tigre et l'araignée, les deux visages de la violence, c'est qu'en réalité, c'est pas de justice dont il s'agit, mais c'est effectivement de vengeance. C'est-à-dire, j'ai souffert, j'ai envie que l'autre souffre, j'ai subi un désagrément, une injustice, j'ai envie que l'autre, à son tour, subisse un désagrément, une injustice. Et en fait, si on y regarde de près, on est toujours dans œil, dent pour dent, hein. On cherche toujours quelque part à être quitte du mal, et quand je dis mal, ça peut être quelque chose de tout à fait banal, comme je parlais de la queue de poisson d'un conducteur ou d'une incivilité ou d'autre chose, mais il y a quelque chose en nous qui très spontanément se met dans ce mode-là. Et l'intérêt du livre de Kimmel, c'est qu'une fois encore, euh, il s'agit d'un livre qui est appuyé sur d'énormes recherches cliniques, non seulement les siennes, mais il dit qu'il s'appuie sur pratiquement une soixantaine de scientifiques, de personnes dans le monde qui ont fait des recherches sur ce sujet. Et alors surtout, l'autre truc qui est scotchant, c'est qu'il dit que ce désir de vengeance qui nous habite, hein, c'est une addiction. C'est un mot fort, hein, addiction. Quand on pense addiction, on pense alcool, on pense cocaïne, on pense les personnes accros au jeu, à toutes sortes de choses. Parler du désir de vengeance comme une addiction, c'est quelque chose de très, très intéressant et très interpellant. Alors pour l'instant, il n'y a pas un accord général dans la communauté psy ou autre sur le fait que ce soit une addiction, mais il y a de plus en plus de travaux qui le montrent. C'est-à-dire que si on m'a fait quelque chose de pas cool, de pas chouette, de mal. Et que simplement j'imagine que je suis quitte, que j'imagine, entre guillemets, ma vengeance, que j'imagine la riposte qu'il peut y avoir, eh bien, je vais avoir un shoot de dopamine. Ça va me faire du bien d'imaginer ça, hein. Et le principe même d'une addiction, c'est que ce qui nous fait du bien là, tout de suite, dans l'instant, bah, ça dure pas longtemps et qu'on a besoin d'un nouveau shoot derrière. Et moralité, euh, eh bien, on est dans un mode de fonctionnement. Je dis on parce que il le développe beaucoup dans son livre, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très répandu à tous les niveaux de la société, des plus hauts niveaux, les pays qui se font la guerre, jusqu'aux enfants dans les cours de récré, jusqu'à nous au travail, en famille et ailleurs. Et j'ai trouvé cette idée absolument fascinante parce qu'elle nous donne une clé, enfin elle nous donne énormément de clés. L'une des clés, c'est de comprendre que quelqu'un qui a une addiction, vous ne le soignez pas en l'enfermant.
Vous ne soignez pas un alcoolique en l'enfermant derrière les barreaux, ni un cocaïnomane, ni quelqu'un qui a une quelconque forme de toxicomanie. Ce sont des gens, entre guillemets, qui sont malades, qui ont besoin d'être soignés. Soignés, pas enfermés. Et quand on se rend compte que ce besoin de vengeance, il provient, on peut dire, d'un dysfonctionnement cérébral, hein, il montre comment c'est lié vraiment à des parties du cerveau qui sont assez primitives et à l'incapacité de mettre au contraire à l'œuvre, au travail, la partie frontale du cerveau qui est capable de nous dire non, là je ne vais pas passer à l'acte, là je ne vais pas y aller. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que son livre, et moi je l'ai entendu raconter ça en vidéo, il commence par une histoire très personnelle. Il nous raconte que quand il était au lycée, aux États-Unis, il y avait une bande de, je sais pas comment on dirait ça aujourd'hui, de loupards, de voyous. Enfin, il a souffert de différentes formes de harcèlement, mais aux États-Unis, c'est pas comme chez nous. Et le harcèlement peut prendre des formes extrêmes qu'on ne connaît pas ici, ou très peu ici. C'est-à-dire qu'un jour, il a vu un énorme 4x4 la nuit arriver dans la propriété de ses parents, tout feu allumé. Il a entendu des gens sortir et tout d'un coup, PAM, coup de feu. Les gens sont remontés dans le 4x4, sont partis. Et quand il est allé regarder, qu'est-ce qu'il a découvert? Ces jeunes avaient flingué son chien. Donc déjà là, quand même un choc, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement dans du harcèlement scolaire, on est dans des jeunes qui débarquent avec le fusil d'un de leurs parents probablement et qui viennent tuer un chien. Peu de temps après, cette fois il était seul à la maison, ses parents étaient sortis, rebelote, le même 4x4 qui arrive, de nouveau tout feu allumé. Et là, les gens de nouveau avec Dieu sait quel calibre ont explosé la boîte aux lettres de sa maison. Et là, il sent une espèce de colère et de furie monter en lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le fusil de son père. Et il monte dans sa voiture. Et il se met à tracer après le 4x4. Et il roule comme ça pendant un bon moment, jusqu'au moment où le 4x4 arrive probablement chez les parents. Ils étaient quatre apparemment dans ce véhicule. Les parents d'un des quatre. Ils s'arrêtent. Les quatre jeunes descendent. Ils sont dans les phares de James Kimmel. Et là, il prend l'arme de son père. Il sort de sa voiture. Et là, ça se joue en 2 secondes, c'est-à-dire qu'en 2 secondes, il peut se dire, là, j'ai quatre personnes que je peux flinguer, hein, et décharger tout le ressentiment accumulé, toute la haine, toute la frustration de ce harcèlement. Et tout d'un coup, dans ces 2 secondes-là, il arrive à se dire qui je deviens si je fais ça, qui je deviens si je flingue l'un ou plusieurs de ces jeunes-là. Ma vie est finie. Ma vie est finie et je deviendrai tout ce que j'ai jamais voulu être. Et il va avoir le courage de baisser son arme et de remonter dans sa voiture et de s'en aller. Mais là où son récit devient passionnant, c'est qu'il dit, OK, là, j'ai été capable de ce que beaucoup de gens ne sont pas capables. Les prisons sont pleines de gens qui sont, eux, vraiment passés à l'acte, hein. J'ai été capable de ça. Il dit, mais mon envie de vengeance, elle n'avait pas disparu. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, j'en ai fait mon métier. C'est-à-dire qu'il est devenu avocat. Et il dit, avocat, c'est être payé c'est faire un business très lucratif de la vengeance. Et donc il raconte vraiment tout ce chemin et comment, comme avocat aux États-Unis, il va très très bien gagner sa vie et jubiler chaque fois qu'il peut envoyer quelqu'un derrière les barreaux. Mais là où il devient touchant, c'est qu'il se dit un jour, il se dit, mais ça va pas du tout, hein. Je suis pas heureux. Puis en plus, le moindre prétexte, un truc des voisins, un truc même avec ses enfants, avec sa femme, tout de suite lui vient l'idée de se dire qu'il peut déposer plainte, que ci, que ça. C'est devenu un mode de fonctionnement permanent et dont il prend conscience que c'est en train de le détruire et de le rendre absolument pas heureux. Et c'est ce chemin-là qui va l'amener de fil en aiguille à ce livre qui sort 20 ans après, mais 20 ans de recherche, 20 ans de travaux. Il en a sorti deux autres avant, mais là, c'est vraiment l'aboutissement de ce chemin où il met en évidence ce désir de vengeance qui est omniprésent. Moi, j'ai adoré aussi un truc, hein, c'est qu'il montre que regardez au cinéma. Regardez le nombre de films dont le thème sous-jacent, c'est la vengeance. Et les cartons que ça fait, hein, c'est parmi les films qui marchent le mieux au box-office, hein. Avengers, qui connaît pas ce nom? Avengers, les Vengeurs, hein. Euh, on peut trouver un nombre incalculable de films de ce Charles Bronson il y a 40 ou 50 ans à ceux actuels qui sont fondés sur une seule idée, se venger.
Et ça marche super bien parce que ça donne aux gens ce shoot d'adrénaline. Ça fonctionne en accord avec cette espèce de toxicomanie sociale qui est là. Donc son livre je le trouve absolument remarquable pour ça. Il est en train de faire tout son possible pour que ce désir de vengeance soit reconnu comme une addiction et que soit mis en place ce qu'il faut pour soigner ça. Pour lui, le système de justice que nous avons à l'heure actuelle est un système de vengeance qui ne dit pas son nom, mais c'est un système de vengeance. Moi, je l'avais dit en d'autres termes il y a 20 ans dans Le Tigre et l'araignée en disant, bien sûr, on vit dans une société aujourd'hui où apparemment c'est plus œil pour œil, dent pour dent. Le voleur, on lui coupe plus la main chez nous. Le criminel, on ne le guillotine plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les enferme, on les met derrière les barreaux. Et dans Le Tigre et l'araignée, je distinguais deux formes de violence différentes qui sont comme deux polarités yin et yang. Le tigre, version yang, la décharge soudaine de violence d'un coup, d'un cri, d'une bombe, d'un explosif. Et puis l'araignée, d'autre part, c'est-à-dire la violence qui va à petit feu, à petite dose, qui enserre, qui comprime, qui limite, qu'on ne voit pas parce qu'elle s'exerce de manière invisible à petit feu, mais qui finit par avoir autant d'effets destructeurs que l'autre que tout le monde discerne. Et ce que je montrais, c'est que finalement, l'enfermement, et l'enfermement qui n'amène aucune éducation, aucune amélioration, aucune transformation des détenus, ben, on est encore dans l'œil pour œil et le dent pour dent. On ne cherche pas à comprendre ce qui a poussé les gens à agir comme ça, on ne cherche pas à les transformer, à leur donner l'occasion d'évoluer, on cherche juste à les contenir, à les limiter pendant un temps. Mais évidemment, ce système est très très imparfait, d'où des taux de récidive qui sont extrêmement élevés. Donc voilà, ce livre, moi, m'a passionné parce qu'évidemment, à quoi on arrive forcément, Kimmel, dans son livre, en disant, mais il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul remède à ça. Et ce remède, ben, vous l'aurez deviné, ben, c'est le pardon. Mais là aussi, il est passionnant parce que le pardon, il l'aborde ni d'un point de vue philosophique, ni d'un point de vue religieux, il l'aborde d'un point de vue purement biologique. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites, ils ont fait toutes sortes de tests, je suis toujours assez halluciné des tests auxquels pensent les gens dans des laboratoires pour mesurer tel ou tel paramètre. Des fois, il faut se dire, waouh, fallait y penser quand même à ça. Bref, ils ont été testés sur des dizaines, des centaines de personnes pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. On sait maintenant ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est sous le désir de vengeance. C'est exactement la même chose que quelqu'un sous l'emprise d'une toxicomanie. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui pardonne, qui cherche à pardonner? Et là, ben, on se rend compte que c'est une biologie, c'est une physiologie complètement différente et qui va exactement dans le sens de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire dans le fait de ne pas succomber à ses émotions, de pouvoir garder du discernement. Et puis, le pardon n'est pas quelque chose qui va juste masquer les choses, hein, mettre un voile sur des problématiques. Non, il y a vraiment une transformation biologique, physiologique profonde, ce qui fait que ce livre, au final, apporte une eau extraordinaire, riche, abondante à ce moulin du pardon qui, comme vous le savez, me passionne depuis longtemps. Je pense que c'est un livre dont on n'a pas fini de parler tellement ses ramifications vont loin. Euh, et puis alors, dernière chose qui m'a scotché, j'ai terminé aujourd'hui même la version que j'espère pratiquement définitive d'un livre sur le pardon à soi, sur lequel je travaille depuis le mois de mars dernier. Vous avez peut-être vu, j'avais fait une vidéo, une conférence dessus aux dernières journées du pardon. Et puis du coup, ça m'a amené vraiment à développer ce sujet en profondeur. Et c'est un livre qui m'a donné un peu du fil à retordre parce qu'au départ, j'en ai fait une version qui était trop simple. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai estimé derrière. Trop proche peut-être de la conférence, de ce qu'on peut dire en une heure à un public devant soi. Et derrière, j'ai eu un espèce de flash, une intuition assez forte qui m'a amené à écrire une seconde version, mais qui faisait trop appel à des notions assez complexes, les archétypes, des notions tirées de l'astrologie qui me passionnent. Et là, je me suis dit, non, si je fais ça, je vais perdre 80-90% de mon lectorat qui ne va pas me suivre là-dedans. Et donc, au final,
j'ai trouvé une autre façon d'aborder ce que je voulais aborder en me basant sur la justice, le fonctionnement de la justice, c'est-à-dire le tribunal avec le juge, avec d'un côté le procureur, l'accusation, de l'autre côté l'avocat et la défense. Et j'ai fait tout un développement que vous découvrirez au moment où le livre sortira, j'espère. J'espère qu'il sortira encore au premier semestre 2026, ça on verra. Et qu'est-ce que je trouve dans le livre de Kimmel que je découvre après avoir terminé ce livre? Il propose un système qu'il appelle un système de non-justice, de non-justice. En gros, ce qu'il dit à ses lecteurs et lectrices, il dit, vous savez, aux États-Unis, un procès coûte en moyenne entre 80 et 150 000 dollars. Et il faut compter pratiquement 2 ans. Donc, vous imaginez les sous qu'il faut avoir pour payer ça, pour payer l'avocat, etc. Et le temps, c'est-à-dire 2 ans pendant lesquels on va ruminer, on va attendre une décision, on va se poser des questions, etc. C'est très très cher, c'est cher. Financièrement parlant, c'est cher, moralement parlant. Et lui propose un système, il y a une appli qu'il a créée, alors en anglais, tout ça est en anglais pour l'instant, bien sûr, mais qui permet de se faire son propre tribunal intérieur et de passer successivement par toutes les étapes, l'accusation, la défense, le juge, le jury, etc. Il a même un moment où il fait intervenir une sorte de tribunal céleste, genre jugement dernier. Et il dit, si vous utilisez ça correctement, vous pouvez régler en 1 heure ce qui vous aurait coûté 100 000 dollars et vous aurez pris 2 ans de votre temps. Donc il travaille aussi avec ça, c'est-à-dire de se dire, nous avons tous et toutes tendance à avoir un tribunal dans la tête et à rapidement juger les gens autour de nous et à estimer quelle devrait être leur condamnation. Alors ça peut prendre des formes très basiques, hein, comme ça peut prendre des formes très évoluées qui parlent de karma, qui parlent de rétribution cosmique de ses actes, etc. Mais l'honnêteté veut que si on se regarde vraiment faire, ben derrière ça, c'est pas l'amour qui dicte notre comportement, c'est pas la compassion, c'est pas l'empathie, c'est pas le pardon, c'est une envie de justice. Mais encore une fois, ce mot justice est un mot travesti, ou est un mot en tout cas qui cache derrière quelque chose qui s'apparente beaucoup plus au fait d'être quitte, au fait de faire en sorte que l'autre souffre aussi, que l'autre soit emprisonné aussi, que l'autre ait des conséquences bien concrètes et bien réelles de ses actes. Donc voilà, je tenais vraiment à vous parler ce soir, prendre un moment pour parler de la science de la vengeance, de ce travail absolument formidable de James Kimmel. 20 ans de recherche, 20 ans de travaux, de synthèse, de très nombreuses études pour arriver à montrer que euh, le pardon est notre seul avenir, est notre seule solution. C'est la seule manière de ne pas être victime des parties les plus primitives de notre cerveau. C'est la seule manière de ne pas commettre des actes qu'on va regretter ensuite toute sa vie. Vraiment, c'est un livre admirablement argumenté et je ne serais pas étonné si je devais prendre un pari aujourd'hui, je ne serais pas étonné que c'est un livre qui fasse date et qui devienne une référence dans de nombreux domaines, dans la psychologie, dans la psychiatrie, dans la justice, dans les écoles, ailleurs, et qui amène petit à petit vraiment à transformer notre mode d'éducation et même, rêvons 2 secondes, pourquoi pas à transformer un jour les films, les dessins animés, les histoires qu'on se raconte, qu'elles soient plus proches d'un Kirikou. Hein, Kirikou, est-ce qu'il se venge? Non, Kirikou, pour moi, c'est... Alors là, vraiment, on a un dessin animé qui est du monde de demain, qui est du monde dans lequel on va. C'est extraordinaire, cette histoire. C'est un vrai bijou, parce que justement, ça démontre complètement le fonctionnement habituel. Il y a un méchant, le méchant, faut le punir. Ben non, là, la sorcière Karaba, elle n'est pas tuée, elle n'est pas emprisonnée, elle n'est pas détruite, elle va se transformer. Il y a quelque chose, il y a de temps en temps des coups de génie comme ça dans l'art, et Kirikou en est un, comme 20 ans avant, j'en avais déjà parlé aussi, il y a ce film absolument incroyable qui s'appelle Dark Crystal, qui avait été fait par Jim Henson. Alors Jim Henson, euh, si vous vous rappelez le Muppet Show, c'était Jim Henson qui avait fait ça, et Dark Crystal était aussi un film fait avec des marionnettes
Il en a été fait une série il y a quelques années. J'ai pas regardé la série pour tout vous dire, elle est en 8 ou 10 épisodes. Mais là aussi, l'histoire déjoue tout ce qui nous paraît classique. Il y a les bons d'un côté, il y a les apparemment méchants de l'autre. Mais au lieu que ça soit l'éternelle lutte du bien contre le mal, eh bien là, il y a une transformation, il y a une transmutation à la fin où on se dit, waouh, là, on est dans un nouveau paradigme. Là, on touche à quelque chose de complètement inédit dans la façon de résoudre les conflits, les différends, etc. Donc, Kiriko, Dark Crystal, voilà, ce sont des ouvrages qui font partie de ce monde qui relève d'une autre justice que œil pour œil, dent pour dent, que d'être quitte, que, que voilà, je pense à un horrible dicton que j'avais entendu il y a, mon Dieu, 30 ou 40 ans qui disait, si vous ripostez à cette riposte, nous riposterons. Si vous ripostez à cette riposte, nous riposterons. Et ce cycle de la vengeance entraîne sans arrêt, vous savez, la vendetta, hein, tel qu'on en parle en Corse, c'est des cycles qui n'en finissent jamais, parce qu'entre le shoot de dopamine que ça apporte, et puis les conséquences que ça entraîne, et ainsi de suite, c'est un cercle vicieux, infernal. Et encore une fois, si on veut sortir de ça, eh bien, il y a un outil, il y a une façon de faire extraordinaire avec tout l'éventail, bien sûr, des méthodes et des approches qui existent là-dessus aujourd'hui et qui s'appelle le pardon. Kimmel souligne le fait que sur ce coup-là, ben, les philosophes, les poètes, les dramaturges ont souligné bien avant les scientifiques l'importance du pardon et le danger, le risque du cycle de la vengeance. La science est en train de rattraper ça aujourd'hui et d'amener de l'eau à ce moulin d'une façon que je trouve extrêmement lumineuse, extrêmement positive. Donc voilà, là aussi, vous voyez, on voit le passage de deux mondes, l'ancien monde qui est le monde œil pour œil, dent pour dent, qui est le monde de la vengeance, être quitte, etc., faire payer aux gens ce qu'ils ont fait, karmiquement ou autrement, et puis ce monde qui s'ouvre progressivement à nous, qui est un monde voilà, qui sera basé sur plus de compassion, qui sera basé sur plus de pardon, qui sera basé sur moins de réactions primitives, mais par une plus grande capacité à faire appel à des fonctions qui sont en nous depuis toujours, mais ce sont des choses qui s'éduquent, qui s'apprennent. Voilà, je vois passer en vitesse quelqu'un qui évoque la communication non violente de Marshall Rosenberg, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai le souvenir, c'est moi qui ai eu la chance de découvrir en 97 ce livre avant même qu'il paraisse en anglais. Je me vois encore le lire, j'habitais en Haute-Savoie à l'époque, et me dire, waouh, oui, il y a des façons différentes de faire. Et ces façons, il faut les apprendre parce qu'on a des automatismes, on a des atavismes qui remontent à des millénaires, des dizaines, des centaines de milliers d'années qui sont là en nous. Mais on a aussi la capacité à ne pas laisser ça prendre le dessus, puis surtout à se faire du bien. Parce qu'une des choses que souligne James Kimmel, comme le souligne Fred Luskin, comme le soulignent de nombreux autres auteurs, c'est que le pardon, c'est uniquement pour celui qui le met en œuvre, pour celle qui le met en œuvre. Le pardon me fait du bien à moi. C'est pas à la personne qui m'a fait du mal. La personne qui fait du mal m'a fait du mal. Elle ne saura peut-être même jamais que je suis arrivé à cette paix du cœur. Mais c'est ma vie à moi que je transforme et que je change. C'est l'occasion de vivre en paix, c'est l'occasion d'aimer, c'est l'occasion d'être heureux, même après avoir vécu des tragédies. Et là, tout un tas de discours, tout un tas de propos qui sont tenus par des gens qui s'occupent de pardon depuis des décennies, eh bien tout d'un coup, aujourd'hui, ce discours-là est en train de rentrer dans le monde de la psychologie clinique et je pense que ça va donner beaucoup de force à ce discours. Et tant mieux, parce que beaucoup de gens ont encore tendance à mettre le pardon de côté en se disant, oh là là, c'est un vieux truc des religions, moi j'en veux pas, j'en ai pas besoin, ou ont l'impression que c'est une faiblesse, ou je sais, et vont rester dans cette aspiration à la vengeance sans voir qu'ils se rendent malades, sans voir qu'ils s'intoxiquent, sans voir que ça a des conséquences sur la santé qui sont détaillées dans ce livre. Et je pense que ça va vraiment favoriser le fait de tout d'un coup jeter un regard différent
sur le pardon et sur la façon dont il peut nous amener un épanouissement, une guérison, un bien-être qui sinon sont un peu difficiles à atteindre. Voilà. Bon, j'ajouterais que si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde en ce moment, eh bien, on a des exemples malheureusement à n'en plus finir d'à quoi mène l'envie de vengeance et quel désastre sans fin ça engendre. Et on se rend bien compte qu'à un moment, il va falloir quand même trouver d'autres solutions. Voilà. Et puis, allez, last but not least, comme disent les anglophones, hein, vous avez parlé d'elle en premier et j'y reviens en dernier. Elizabeth Gilbert, auteur de Mange, prix M, euh, gros best-seller international, gros blockbuster aussi avec le film avec Julia Roberts et Javier Bardem. Mais j'aime toujours aussi rappeler que Liz Gilbert, c'est aussi comme par magie. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le recommande. Moi, je l'ai lu au moins 5 fois. Je l'ai écouté aussi en audio lu par l'auteur. C'est un livre extraordinaire sur la créativité, alors, non seulement si on est écrivain, mais si on est peintre, si on est musicien, si on est quoi que ce soit, c'est un livre vraiment, je ne peux pas le recommander assez, je vous dis, pour que moi, je l'ai lu et relu et écouté en français, en anglais, etc., 5 fois, c'est qu'il y a dedans de véritables trésors. Et alors, dans les synchronicités, moi qui m'émerveille, il se trouve que j'ai fait lire mon manuscrit à un petit comité de lecture perso cet été. Et dans les retours que j'ai eus, j'en ai eu un d'un grand ami au Canada. Et son retour non seulement était très touchant dans le fond, dans ce qu'il partageait avec moi sur mon écrit, mais dans la forme. Je me suis dit, waouh, mais cet homme-là, il a une vraie plume. Et croyez-moi, après 40 ans de métier, une vraie plume, vous la discernez, c'est des fois sur une phrase, sur un paragraphe. Il n'y a pas besoin de pages et de pages. On se dit, pour que quelqu'un écrive comme ça, c'est qu'il y a un vrai talent littéraire qui est là. Alors, j'écris à cet ami en lui disant, tu sais, si un jour tu as envie d'écrire, moi je pense qu'il y a vraiment un talent qui demande à s'exprimer. Et ça l'a beaucoup touché, parce qu'il y songeait, mais ça faisait longtemps qu'il s'y était pas mis. Et du coup, je lui parle de Comme par magie, en lui disant, mais va lire ce livre. Et puis je lui dis, bah, écoute, en attendant de le commander, si tu veux, va sur TED. Et sur TED, vous connaissez TED, le site TED.com. Vous avez des centaines, probablement des milliers de conférences aujourd'hui qui durent en moyenne maximum 15 à 20 minutes. 15 à 20 minutes où un expert vous offre vraiment la quintessence de son expérience. C'est magnifiquement fait et vous connaissez peut-être des TEDx, il y en a à Paris, à Lyon, à Genève, à Bruxelles, etc., où les gens ont reproduit le même format. Et je dis, va sur TED et va regarder la conférence qu'a donnée Liz Gilbert sur la différence entre avoir du génie, comme on disait autrefois, ou être un génie, comme on dit aujourd'hui. Le site, c'est TED.com, TED.com. Voilà. À savoir, toutes les conférences sont sous-titrées dans au moins 40 langues, donc vous pouvez les regarder absolument sans problème, même si c'est pas en français. Et puis, tout d'un coup, je me dis, tiens, je vais aller regarder un petit peu ce que devient Liz Gilbert. Je vais sur son site. Et là, à ma grande surprise, je découvre que le jour exact où je fais cette recherche, c'est son anniversaire. J'ai trouvé la coïncidence assez bluffante, hein. Il y a 365 jours dans l'année, non, pile, ce jour-là, je vais sur son site. Je découvre qu'elle sort un nouveau livre le 9 septembre qui promet d'être assez exceptionnel. J'ai déjà commandé en audio, lu par l'auteur. J'ai très, très impatience, très hâte de le lire, mais enfin de l'écouter dans moins d'une semaine. Et surtout, je découvre là qu'elle a lancé depuis 2 ans aux États-Unis ce projet extraordinaire, vraiment, qui s'appelle Letters from Love, les lettres de l'amour. C'est quoi l'idée de ce projet? En fait, Liz Gilbert a développé depuis 20 ou 25 ans une pratique spirituelle d'une simplicité confondante. Tous les jours, elle s'écrit une lettre à elle-même comme si c'était l'amour inconditionnel en personne qui s'adressait à elle. Alors sur toutes sortes de sujets différents, elle peut lui poser des questions ou simplement dire, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais savoir? Qu'est-ce qu'il est important que je découvre? Et puis elle fait ça à la main, stylo, papier. Elle fait ça court, parce que si on fait trop lent, le mental prend le dessus, et puis ça n'a plus la fraîcheur et la spontanéité.
Et elle dit que c'est la pratique spirituelle qui, de tout ce qu'elle a fait dans sa vie, l'a le plus profondément transformée. À telle enseigne qu'il y a 2 ans, elle décide de ne pas garder ça pour elle, de créer ce projet, Letters from Love. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce réseau social qui s'appelle Substack, Substack, Substack. Charles Eisenstein a un blog dessus. Ça regroupe de très nombreux blogs avec l'avantage que vous pouvez être rémunéré pour l'information que vous partagez dessus. Par exemple, Liz Gilbert demande très modestement 5 dollars par mois, non pas pour gagner de l'argent, mais simplement ça lui évite, ce qui m'était arrivé moi avec l'un de mes sites, d'avoir des milliers et des milliers de faux abonnés qui sont que des robots et qui vous font perdre énormément d'énergie et de place. Donc elle a créé ce site, Letters from Love, et elle y invite toutes les semaines une personnalité. Alors évidemment, c'est en anglais, évidemment, ce sont des personnalités américaines, mais elle les invite à écrire, à dire face à la caméra, à lire face à la caméra une lettre euh, que l'amour leur a transmise. Et puis ensuite, elle, sur le même sujet, en lit une. Et donc je découvre ça. Et je vais écouter une première vidéo où Liz lit une lettre et je me dis, waouh, franchement, c'est beau, c'est touchant. Et puis j'en écoute une deuxième, puis une troisième, et puis je me suis abonné. Et depuis, je ne dirais pas que j'en écoute tous les jours, mais pratiquement, puisque j'ai 2 ans d'arriéré à découvrir, donc une centaine de lettres, multiplier ça par deux entre l'invité et Liz Gilbert elle-même. Et franchement, je trouve ce projet, encore une fois, magnifique. Je trouve que c'est un projet de demain. C'est un projet du nouveau paradigme. L'ancien paradigme, c'est d'avoir dans cette tête, dans sa tête, ce dont je parle dans mon livre sur le pardon à soi, ce juge intérieur, ce bourreau intérieur qui n'arrête pas de nous critiquer, de nous juger, de trouver qu'on est nul, qu'on a mal fait, qu'on s'en sortira jamais, qu'on n'est pas à la hauteur, etc. Avoir cette voix qui occupe une place incroyable dans notre cerveau et qui fait que bah, ce pardon à soi et ce chemin vers l'unité en soi et vers l'amour de soi est tellement nécessaire. Et là, avec ces lettres de l'amour, elle nous propose de découvrir en nous cette voie de l'amour inconditionnel, de la laisser s'exprimer juste une page ou deux par jour sur des sujets différents et de voir ce qui sort quand on fait ça. Et moi, je m'y suis déjà essayé et franchement, c'est bluffant. Et elle a réussi en l'espace de 2 ans à rassembler quand même une communauté d'à peu près 200 000 personnes aujourd'hui, 200 000, qui font ça et qui suivent son travail. Et je pense que ce qu'elle fait là, à travers ce projet-là, va totalement dans le sens de faire advenir ce monde plus beau que notre cœur, c'est possible, pour citer Eisenstein. Vraiment, ça va dans ce sens-là. Peut-être que la plupart des gens n'en ont pas entendu parler, ça fait pas la une des journaux, etc. Mais je pense que des gens qui progressivement remplacent en eux la voix de la critique, la voix de l'humiliation, la voix du dénigrement, par une voix de l'amour, par une voix de compassion, par une voix de compréhension, eh bien, ils font une alchimie intérieure qui immanquablement va commencer à rayonner autour d'eux. D'abord, ça va leur faire du bien à eux, à elles, à chacun d'entre nous, ça fait du bien. Et puis petit à petit, ben, comme ça change quelque chose en nous, ben, même sans rien faire de particulier, ben, dans nos interactions avec les uns, avec les autres, en famille, au travail, avec nos amis, nos voisins, il y a quelque chose qui va transpirer de ce nouvel état d'esprit. Alors, j'avais envie de partager avec vous ces lettres. Alors, pour la petite histoire, bien sûr, tout le monde n'est pas fluent, tout le monde ne parle pas couramment anglais ou ne le lit pas couramment. Alors, à savoir, ce que je trouve très intelligemment fait sur le site, c'est que chacune de ces lettres, donc c'est une vidéo qu'on peut écouter. La vidéo est d'ailleurs sous-titrée en anglais, donc ceux qui ont déjà des bases en anglais mais qui doutent un peu de leur compréhension, ben, ils ont les sous-titres en anglais qui aident. Mais surtout, juste en dessous de la vidéo, vous avez le texte complet de cette lettre. Donc il suffit de faire un copier-coller et d'aller sur l'un des nombreux outils qu'on a aujourd'hui en intelligence artificielle pour avoir instantanément une traduction de qualité et pouvoir profiter de ça. Donc chaque semaine, c'est 2 vidéos et c'est 2 transcriptions de ce texte en dessous qui sont à disposition et qu'on peut écouter en anglais si on comprend l'anglais ou qu'on peut facilement
faire traduire, que ce soit des sites comme deepl.com ou ChatGPT ou Perplexity ou tous ces outils-là. Personnellement, moi qui ai fait de la traduction mon métier pendant de nombreuses années, qui a été interprète aussi, franchement, aujourd'hui, je dois dire que je suis bluffé de la qualité des résultats par rapport à ce que c'était il y a un certain temps où c'était du grand n'importe quoi. Alors évidemment, on ne parle pas de traduire de la poésie ou de la littérature, mais voilà. Et donc, j'avais vraiment envie, j'avais à cœur de partager avec vous deux lettres, en fait, que Liz Gilbert a partagées sur Substack. La première, c'est une lettre que je trouve très, très émouvante. Dans le livre qui va paraître, elle va parler de façon très, très directe et très franche d'un épisode récent de sa vie. Alors, vous avez peut-être lu Mange Priem, vous vous rappelez peut-être qu'elle avait rencontré son grand amour à Bali. Elle l'a épousé, ils ont vécu un certain nombre d'années ensemble, 10 ans, 15 ans, je ne sais plus. Mais bref, elle a rencontré à un moment une femme qui est devenue une amie très proche, et puis tellement proche que finalement elle a divorcé, elles se sont mises ensemble. Et cette femme, qui s'appelle Raya, ensuite été atteinte d'un cancer, d'autant plus foudroyant qu'elle était encore assez jeune. Et donc Liz Gilbert a accompagné sa compagne jusqu'à son décès. Alors le livre ne parle pas que de ça, mais elle parle apparemment voilà, de traversées très difficiles qu'elles ont vécues ensemble, qui ont inclus aussi la toxicomanie et des choses qui ont été très très trash dans leur vie. Mais tel qu'elle en parle dans ses vidéos, je pense que c'est un livre qui, comme celui de Ramdas dont je vous avais parlé aussi, va venir, va venir parler profondément à notre humanité commune. Et notre humanité commune, c'est tout ce que nous sommes. C'est pas juste la partie la meilleure, hein. Dans mon nouveau livre, je dis nous sommes comme un arbre. Un arbre, il a des racines, un tronc et des branches. Nous, nous avons un tronc, un moi. Nous avons des branches, un soi, une partie spirituelle. Et nous avons des racines, nous avons une ombre. Et aucune vie humaine ne peut être pleinement épanouie et bien vécue si on fait semblant de nier qu'on a des racines, si on fait semblant de nier qu'on a une ombre, si on essaye d'être juste des branches, des fruits, des feuilles, des fleurs, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, une des lettres que partage Liz Gilbert qui m'a beaucoup touché parce que je la trouve moi magnifique, euh, concerne concerne un épisode qui s'est passé avec sa compagne aujourd'hui décédée qui s'appelait Raya. Alors, je vais vous lire cette lettre, je vais voir si le mieux c'est de la lire sur papier ou si c'est de vous la lire à l'écran. Ben, je vais essayer de vous la lire à l'écran, comme ça je ne vous quitterai pas des yeux complètement. Mon amour, tu as tant voulu être parfaite, calme, forte, inébranlable, pour Raya, comme si ton rôle était d'être un ange et non un être humain. Lorsque son corps tremblait sous les convulsions, tu avais appris à l'envelopper de tes bras, à rester d'un calme animal, persuadé que ta seule mission était de la contenir, de la protéger, sans jamais faillir. Mais il y a eu ce jour terrible à la plage, où sa crise fut plus violente que toutes les autres. Tu étais épuisé, seul depuis des semaines à veiller sur elle, et tu as craqué. Tes larmes sont venues incontrôlables. Toi aussi tu tremblais, toi aussi tu t'écroulais. Et la honte a surgi aussitôt. Honte d'être faible, honte d'être un fardeau, honte de n'avoir pas su être l'ange que tu rêvais d'être. Tu t'es isolé dans une pièce, persuadé que c'était ton devoir de ne déranger personne avec ta douleur. Tu croyais rendre service en effaçant ton chagrin des yeux des autres, comme tu l'avais toujours fait. Pendant ce temps, dehors, Raya riait déjà à nouveau avec ses amis. La crise était derrière elle, mais pas pour toi. Toi, tu étais enfermé dans un tourbillon de honte. Alors, Ariel est venue frapper à ta porte. Une amie que tu connaissais à peine. Tu as menti à travers la porte. Je vais bien. Mais elle a insisté. Elle est entrée, elle t'a trouvé le visage noyé de larmes. Doucement, elle a écarté tes mains et t'a demandé, Lise,
Tu veux bien venir dehors rejoindre ta famille humaine? Puis elle a ajouté, chacune de nous connaît cet effondrement que tu vis. Moi, encore ce matin. Tu n'as pas besoin de te ressaisir. Tu n'as pas besoin d'être différente pour être aimée. Viens t'asseoir parmi nous, tel que tu es. Mon ange, toi qui as toujours voulu flotter au-dessus des tempêtes, rester dans les hauteurs de la conscience divine, éviter les vagues trop humaines de la peur et de la honte, ce jour-là, tu as reçu une grâce. L'invitation à descendre à la table des mortels, à découvrir que tu es aimé non seulement dans tes forces, mais aussi dans tes failles, tes larmes et ta confusion. N'oublie jamais cette vérité. Ton humanité n'est pas un accident. Tu as ta place ici, dans ce corps, dans cette histoire, au milieu de tes semblables. Même quand tu échoues à tes propres exigences, même quand tu te crois indigne, même quand tu n'arrives pas à faire mieux. Alors reste avec nous, mon amour. Cherche la transcendance, oui, mais sans quitter ton siège parmi les humains. C'est là que ton âme a choisi de s'asseoir. Et tu n'es pas seul. Quand tu l'oublies, nous t'envoyons toujours quelqu'un, un messager de chair et d'os, comme Ariel aujourd'hui, pour te rappeler ceci. Tu appartiens à la famille humaine. Reste ouverte, reste telle que tu es, tu t'en sors bien. Voilà ce que j'avais envie de partager en premier avec vous, parce que je trouve cette lettre magnifique. Parce que ce qu'elle raconte là, mais qui d'entre nous ne l'a pas vécu à sa mesure? Qui d'entre nous ne s'accable pas sans arrêt de jugements, de reproches parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, parce que ceci ou cela? Et cette invitation à accepter notre humanité, cette invitation à rejoindre notre grande famille humaine, à pas s'en isoler, euh, je la trouve profondément touchante. Voilà. Donc, cette lettre, c'est elle-même hein, qui l'écrit en laissant, en imaginant ce que l'esprit de l'amour inconditionnel a à lui dire. En anglais, si certains d'entre vous sont un peu anglophones, l'esprit de l'amour inconditionnel se dit Spirit of Unconditional Love. S-O-U-L, ce qui fait soul, c'est-à-dire l'âme en anglais. J'ai trouvé ça assez joli. Voilà. J'aurais envie de vous en lire une deuxième après, mais j'ai envie juste de marquer une petite pause, juste pour avoir un petit peu votre ressenti. Comment, voilà, c'est la première fois que je partage ça, à part dans mon blog, évidemment, mais j'avais envie de savoir comment vous ressentez ça, comment vous entendez cette lettre, ce partage, cette lettre de l'amour. Alors, si vous voulez prendre la parole, vous activez votre micro ou vous faites un petit signe de la main. Euh, Là, je vois qu'il y a des choses dans le chat, si jamais. Je veux bien prendre la parole. Oui, volontiers. Alors, je m'appelle Mireille, voilà, enfin, c'est écrit. J'ai trouvé ça très émouvant parce que c'est vraiment je pense que quand on veut, euh, comme tu disais, avoir sa place et on a aussi un désir d'être reconnu pour le fait d'être au service, de vouloir aider et pas toujours être méchant et faire des jugements. Mais ça dépasse de loin ce qu'on est capable de faire pour soi. Et je crois que la charité commence par soi-même et c'est très difficile à faire. Ouais. Donc je trouvais ça très beau, merci. Eh ben, merci aussi pour ce partage, Mireille. Quelqu'un d'autre qui a envie de partager un retour, un commentaire sur cette première lettre que je voulais partager avec vous? Même Émilie, hein, tu peux aussi si tu as envie de dire quelque chose. Merci. Bah, j'ai déjà apprécié la façon dont tu le racontes. Donc, c'est vivant. Et en effet, j'ai eu les larmes aux yeux et mes larmes sont sorties. Donc, ça a vraiment touché dans mon cœur, ce texte. Euh,
D'autant plus que, ouais, ça résonne beaucoup, de souffrir en cachette et de d'oublier qu'on fait partie de la famille humaine. Mm. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelques mains qui traînent pour nous rappeler de revenir. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai une pensée pour ma meilleure amie en écoutant ce texte. Donc, merci pour ce partage. Vraiment. Ah ben, merci à toi aussi. Merci. Merci. Alors écoutez, si c'est pas abusé de votre attention, ah, j'ai pas fait Encore une, exprès. encore. J'ai pas fait exprès, mais il se trouve que la deuxième lettre que j'avais envie de partager avec vous, de quoi traite-t-elle justement de l'attention? Et je ne serais pas étonné que cette lettre-là, bon, comme les autres, hein, mais voilà, qu'elle parle à beaucoup, beaucoup d'entre nous, tellement, tellement elle est actuelle. Alors là, je vais commencer par vous dire quelle est la question que Liz Gilbert a posée à l'amour. Cher amour, où veux-tu que je porte mon attention aujourd'hui? Ma chérie, tu as déjà commencé à répondre à ta propre question en venant ici, en osant poser la question. Le simple fait de revenir encore et encore dans cet espace de communion aimante montre que ton attention est déjà tournée vers le bon endroit, vers la seule source à laquelle tu peux vraiment faire confiance pour être guidé. Jamais dans l'histoire, les esprits humains n'ont été aussi sollicités qu'aujourd'hui. Tu portes chaque jour dans ta poche un minuscule appareil qui sonne et vibre sans arrêt, qui déborde d'images de plaisir et de distraction, de peur et d'horreur, qui t'envoie des signaux d'alerte comme si tu étais aux commandes d'un état-major, et par lequel n'importe qui peut exiger ton attention à tout moment du jour et de la nuit. Et c'est pareil pour tout le monde. C'est la condition humaine actuelle. Pas étonnant que chacun soit si tendu, si anxieux. Mon amour, ce n'est pas que toutes ces alertes et sollicitations soient imaginaires, mais elles ne sont pas là devant toi dans le présent. Et moi, ce que je veux, c'est que tu restes présente. Reste avec moi. Écoute-moi avec ton cœur et ton esprit ouvert. Pendant des millénaires, les humains, avec un cerveau identique au tien, n'étaient conscients que de ce qui se passait devant leurs yeux. Cette avancée technologique qui te permet aujourd'hui de savoir presque instantanément ce qui arrive à tout le monde, partout sur la planète, est une prouesse remarquable. Mais elle est profondément contre nature. Je veux que tu prennes du recul. Je t'ai déjà invité à changer ta relation avec ton téléphone et je le redis aujourd'hui. Merci pour les efforts que tu fais déjà. Merci de promener ton chien parfois sans ton téléphone. Merci de faire la vaisselle ou le linge sans ton téléphone. Merci, et je sais que c'est difficile, mais tellement essentiel, de conduire sans avoir ton téléphone à portée de main. Merci d'essayer de ne pas le consulter quand tu es avec tes amis. Et surtout, merci de venir à moi chaque matin, écrire ces lettres avant d'ouvrir ton téléphone. Mais j'aimerais que tu ailles plus loin, ou plutôt que tu viennes plus près de moi, plus près de l'instant, plus près de l'attention. Tu crains que si tu éloignes de ton téléphone, les autres croient que tu ne te soucies plus d'eux. Ce n'est pas vrai. Tu t'en soucies énormément. Mais si tu restes attentive à ma voix, qui ne se fait entendre que dans le présent et à travers ton attention tout entière, alors je t'indiquerai toujours où et comment utiliser tes forces, limitées par nature. Je te dirai exactement où et comment intervenir, où et quand être présente. Ne l'ai-je pas toujours fait? Ne t'ai-je pas toujours guidé pas à pas sur la façon de contribuer et d'aider? Fais-moi confiance, mon amour, plus qu'aux sirènes d'alerte qui ne font qu'affoler ton corps animal et l'épuiser. Alors tu n'es plus en état d'aider, et bientôt, il n'y aura plus personne pour le faire. Tu me demandes aujourd'hui où diriger ton attention? Souviens-toi de ce que tu as lu. Dans certains monastères zen, le mot bavardage désigne tout ce qui est dit à propos de ce qui n'est pas juste devant toi. Bavardage, c'est-à-dire parole creuse, distraite. Et les moines ne disent pas parler de quelqu'un qui n'est pas là, mais bien
Parler de quoi que ce soit qui n'arrive pas ici et maintenant. Ça te paraît radical? Réfléchis. L'une des vocations des communautés monastiques, depuis toujours, est de prouver que des êtres humains peuvent vivre ensemble toute leur vie, génération après génération, sans se déchirer ni s'entretuer. Et si la clé était justement là? Accorder son attention uniquement à ce qui se passe devant soi, se rendre pleinement disponible à cela, quoi que ce soit, qui que ce soit. Ou comme c'est dit dans tes programmes en 12 étapes, garde la tête là où se trouvent tes pieds. Je sais que ça te demande un vrai déplacement intérieur. Je sais aussi que ça diffère de ce qu'on t'a appris. C'est d'ailleurs le signe que c'est vrai. Alors intègre-le doucement. Nous avons l'éternité pour y parvenir. Merci pour ton attention, mon trésor, aujourd'hui et toujours. Elle est infiniment plus précieuse et plus puissante que tu ne l'imagines. Je t'aime. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? Dans le monde où on vit aujourd'hui, hein, je trouve que lire un texte comme ça, lire une lettre comme ça, c'est pas rien. Hein. Et là encore, en la relisant comme ça pour vous, à haute voix, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et vous savez, tout à l'heure, je parlais de la différence entre la foi et le contrôle. Et en fait, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire d'être disponible à tout le monde, tout le temps. C'est l'impression de devoir gérer 4 milliards de choses, de gens, de sollicitations, etc. Mais c'est pas possible, c'est infaisable. Et quand la voix de l'amour lui dit, mais t'inquiète pas, quand il faudra que tu sois attentive à ci ou à ça, je te le dirai. Ça veut dire avoir foi dans cette voie de l'amour. Avoir foi que dans ce monde où les sollicitations sont innombrables, où le plus grand danger, c'est ce que mon ami Pierre Pradervant appelait les armes de distraction massive, d'avoir foi que quelque chose va amener notre attention sur ce qui compte vraiment. Et pas seulement sur ce qui compte vraiment, mais j'ai envie de dire là où on peut vraiment agir. Vous savez, on est dans une situation paradoxale aujourd'hui parce que on sait tout sur ce qui se passe partout dans la planète à tout moment, mais où est-ce qu'on peut agir? Donc l'ancien monde, c'est ça, c'est savoir tout sur tout, ce qui se passe partout et tout le temps, et en même temps pouvoir rien faire, être dans l'impuissance chronique, parce qu'on voit bien que nos réelles capacités de modifier la marche du monde aujourd'hui, il suffit de voir en France, bah, elles sont quand même, en tout cas, elles ne sont pas là où on imagine qu'elles sont. On est bien d'accord. Et le monde de demain, c'est de dire, en fait, si je mettais toute mon attention, tout mon cœur, toute ma présence là où je peux vraiment agir, là où je peux vraiment être utile localement avec les gens qui sont ici, présents maintenant. Et c'est pas se désintéresser de ce qui se passe ailleurs, c'est ce que dit bien la voix de l'amour quand elle lui parle. Non, non. C'est pouvoir vraiment être dans cette présence, être dans cet amour, agir et non pas être dans l'impuissance en étant surinformé de choses sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Et encore une fois, je suis convaincu que ce travail-là, ce travail qu'elle propose avec ses lettres, c'est-à-dire de se reconnecter chacun, chacune à l'intérieur de soi avec l'amour inconditionnel, avec cette voix-là. Appelez ça la source, appelez ça l'univers, appelez ça le bon Dieu, peu importe. Mais de se reconnecter à ça, de laisser ces messages et cette conscience progressivement descendre, s'installer, se manifester à travers nous et remplacer le vieux monde, remplacer la vieille voix, remplacer le juge intérieur. Je pense que si on pouvait voir dans l'invisible ce que ça induit comme transformation, comme changement en nous, à travers nous, autour de nous, je pense qu'on en serait étonné. Et que peut-être que cette transformation du monde à laquelle nous aspirons, eh bien, elle passe par là plus que par toute autre chose. C'est ce que résumait Thich Nhat Hanh en disant cette phrase d'une simplicité confondante. Il disait The way out is in. 5 mots.
Ça veut dire quoi? La seule façon de s'en sortir, c'est d'aller en dedans. C'est en dedans de nous qu'on peut faire ce travail de transformation. Et si ce travail de transformation, il s'opère, si cette alchimie se fait, le reste découlera de ça. Découlera de ça. Comment, où, sous quelle forme, j'en sais rien. Et on n'a pas besoin de le savoir. C'est juste avoir confiance que si la source coule à l'intérieur de nous, cette source fera pousser des plantes, de l'herbe. Là où il y a des plantes, de l'herbe, il y aura des animaux. Là où il y a des animaux, il y aura un village. La vie viendra de là. Mais cette vie, elle ne peut venir qu'à condition de faire couler la source en soi, de faire en sorte que l'amour nous traverse. Et à travers un exercice d'une simplicité confondante, prendre un papier, un crayon, un stylo, et avant de consulter son téléphone portable, de s'écrire à soi-même une lettre qui vient de l'amour inconditionnel. Et vous savez, ce qui est touchant, c'est que elle a demandé des lettres à plein, plein de gens, des hommes, des femmes, des artistes, des activistes, des sportifs, des gens de toutes sortes. Et ces gens, c'est la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont jamais fait avant. Ils n'ont pas 20 ans de métier comme les Gilbert. Mais leurs lettres sont vraiment, vraiment touchantes. Vraiment, moi, je les lis, ça m'inspire, ça me touche. Sincèrement, je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas découvert quelque chose qui me touche, qui me nourrit. Et puis, bah, après, c'est aussi normal. Ça va tellement dans le même sens que ce que nous nous efforçons de faire avec l'association Pardon International, avec les cercles de pardon. C'est juste ça. C'est de permettre de refaire l'unité en soi, permettre de sortir de nos guerres intérieures, de nos conflits sans fin. Et chaque fois que je tombe sur un auteur, sur un travail, sur un livre, sur quelque chose qui œuvre dans le même sens, mais par un autre biais, d'une autre façon, bah, je suis touché, je suis inspiré, je suis émerveillé, puis j'ai qu'une envie, évidemment, c'est de le partager avec vous, même si des fois il y a la frustration de savoir que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance que j'ai de parler couramment anglais depuis plus de 40 ans. Et que voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, Dieu sait s'il y a de mauvaises façons de l'utiliser, hein, mais il y a aussi de bons usages qu'on peut en faire. Donc voilà, si ce que j'ai partagé avec vous ce soir vous inspire, ben, j'espère que ça vous donnera envie de continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire de nourrir tout ce qui peut aider à faire advenir ce monde meilleur. Plus d'amour, plus de compassion, plus de respect de soi, plus d'unité. Euh, je sais bien à certains, tout ça peut paraître utopiste, peut paraître nunuche, peut paraître naïf, mais ça n'entame pas d'un iota ma conviction que le véritable changement, il passe par là. Il me semble avoir vu passer dans les commentaires, quelqu'un a dû citer Gandhi, hein. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, la phrase, on la connaît tous. La connaître, c'est une chose. La mettre en œuvre, l'appliquer le plus possible, c'est une autre paire de manches. Mais on peut y arriver. Voilà. J'ai pas pu, parce que ça m'est difficile de faire les deux choses en même temps, lire vos commentaires, mais est-ce qu'à nouveau, certaines parmi vous auraient envie de partager quelque chose sur cette seconde lettre, comment vous l'avez reçue, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Quelques anges passent, flap, flap, flap. Il suffit de réactiver votre micro pour ça ou de faire un petit signe. Non, si ça se trouve, vous avez déjà tout mis dans le chat, puis c'est moi qui vais lire ça tranquillement après la fin de notre échange. Je vois que Betty a ouvert son micro. Oui, je voulais dire que la première lettre, ça a été vraiment euh, enfin, chaleureux pour moi de, d'entendre cette lecture. Et la deuxième lettre, je sens que ça me met encore plus en action pour œuvrer dans ce sens-là, en fait. C'est vraiment, enfin, voilà, je trouve que ces espaces sont privilégiés et en même temps, ça m'encourage
à le partager. J'ai écrit œuvrons dans le chat parce que pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel en fait. Mm. Voilà. Merci de pouvoir permettre tous ces espaces et toute cette richesse partagée. Ouais, moi moi je remercie Lise Gilbert d'avoir lancé ce projet tellement original et tellement inspirant. Et puis forcément, quand on reçoit quelque chose qui nous touche, on a envie de le partager plus loin. C'est fait pour, hein, voilà, des initiatives. Il en existe certainement d'autres d'initiatives comme ça, mais chaque fois que j'en découvre une, c'est vraiment une joie, l'impression de voir aussi petit à petit se créer un maillage, un réseau des gens voilà, qui œuvrent à élaborer un monde qui fonctionne différemment. Et je remarque que plus on met son attention là-dedans, et plus le nombre de synchronicités augmente dans notre vie. Et je parle vraiment de vraies synchronicités, pas juste des coïncidences. Il y a plein de belles coïncidences, mais vraiment des choses fortes où on se dit, waouh, on n'est pas tout seul, là, il se passe un truc, hein. Mm. Et, et voilà, et du coup, ça crée un cercle vertueux pour le coup, c'est-à-dire que ça vient renforcer, je vous parlais du pari de la foi. Ah, quand on fait ce pari et puis que on voit que les synchronicités se multiplient et que les sources d'inspiration et que ce qui nourrit ce qu'on essaie de développer augmente, on se dit, je suis là, je suis sur la bonne piste, je suis sur la bonne voie et on va continuer comme ça. Merci Betty. Est-ce que je peux encore dire un mot? Mais oui, je me sentais venir. Parce que quand tu as lu le deuxième texte, euh, j'étais très attentive, j'aimais beaucoup, et mon téléphone était à côté de moi. Et évidemment, j'ai reçu une notification pendant que tu le lisais, et sans même en avoir conscience, j'ai ouvert la notification, je l'ai lu, tout en même temps que tu lisais. Et quand je suis revenue à ce que tu racontais, je me suis dit, eh merde. Et donc, ouais, il y a du boulot. Ouais, merci. Ah bah écoute, merci à toi pour ta franchise, ton honnêteté de partager ça. Je crois que ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et puis voilà, il y a toujours une génération qui essuie les plâtres, hein, c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles technologies, ça met un temps avant de savoir les apprivoiser, quels usages en faire, pas en faire. Moi, je disais des fois à mes garçons, je disais, voilà, mes parents, leur obsession, c'était de savoir quelle dose de télévision on avait le droit de regarder ou pas. Moi, avec vous, ça a été Internet, les smartphones. Je dis, vous verrez, dans quelques années, vous aurez des enfants, puis vous devrez leur dire ce qu'ils auront le droit de faire ou de pas faire avec leurs robots. Ça sera encore autre chose, ou avec l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a un temps, et puis bah, les choses sont d'autant plus compliquées que ça s'accélère beaucoup, que les stimulations sont très nombreuses, jusqu'au moment où quelque chose switch, bascule en nous, puis qu'on se dit, attends, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, le monde, c'est pas ça, la vie, c'est pas ça. L'essentiel, pour moi, ce qui compte, ce dont je me souviendrai sur mon lit de mort, ce que j'emporterai de l'autre côté, c'est pas ça. Et, et tout d'un coup, assez naturellement, il y a un retour qui se fait sur l'essentiel. Un de mes mentors disait, on ne dépasse pas un état sans y être passé. Hein. Ça ne veut pas être comme une évidence, mais en même temps, c'est pas faux, hein. Il y a des choses, il faut les traverser pour, pour ensuite accéder à la suite. Alors, on n'est pas obligé de mettre des années et des décennies pour les traverser, on peut les traverser plus ou moins rapidement, mais il y a des choses auxquelles on n'échappe pas et cet apprentissage qu'on fait en ce moment, il fait partie de ça, je pense. Voilà. Oui, Mireille? Je voudrais partager simplement la synchronicité que ça représente pour moi. J'ai signé hier j'étais en conflit avec ma fratrie sur une succession et la proposition que j'ai faite a été acceptée et puis j'ai signé ça hier matin. Ouf, on sort de 2 années de complications. Voilà, je trouve ça. Pour moi, c'est le fait de t'écouter ce soir. Je trouve ça, ça me donne encore plus. Bon, il faudra encore une réunion et donc je suppose que
Voilà, ça donne un sens beaucoup plus large. Quelque chose est ouvert, en fait, avec ce que j'ai entendu. Merci. Ah, bah super, super. Merci pour ce partage, Mireille. Alors écoutez, il n'est pas tard pour une fois, il est quoi, 21h20 et des poussières. Euh, je disais à Émilie avant de démarrer, oh, je ne sais pas ce que je ferai ce soir. Est-ce que je ferai une méditation guidée? Est-ce que je proposerai, comme je l'ai fait une ou deux fois, de nous retrouver en sous-groupe pour échanger? Et puis, et puis finalement, ben, la soirée s'est écoulée sans que je tranche ni d'un côté ni de l'autre. Et en même temps, j'ai l'impression que ces deux lettres, elles étaient tellement riches, tellement belles, tellement inspirantes en soi que il me semble qu'on pourrait s'arrêter là-dessus. Voilà, on a vu trois façons de passer de l'ancien monde au nouveau, passer du monde du contrôle à celui de la foi, hein, passer du monde du désir de vengeance à un monde où progressivement c'est le pardon, c'est l'empathie, c'est la compréhension, c'est la compassion qui prendront de plus en plus le dessus, sans pour autant bien sûr cautionner en aucune façon les méfaits, les actes odieux qui peuvent être commis. Et puis enfin, bah, passer de ce juge intérieur, de cette voix critique, accusante, humiliante, dénigrante, à cette voix de l'amour, cette voix de la vie, cette voix de quelque chose de bon, de beau, de lumineux qui nous soutient. Je pense que voilà, là on est vraiment en plein dans ce sas, dans le fait de chercher des moyens de passer de l'ancienne histoire à la nouvelle, de l'ancien monde au nouveau. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Et quand je dis vous, bah, c'est aussi ceux et celles qui nous écouteront en replay. Et puis, je vous transmettrai prochainement une date pour nous retrouver à nouveau, probablement le mois prochain. Si vous le voulez bien, comme dit un jeu bien connu. Voilà. Si vous avez envie de partager encore un mot, vous pouvez le faire dans le chat ou en réenclenchant votre micro. Merci beaucoup. Avec joie, Oui, vraiment. je vais partager.